Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 12 du podcast. Aujourd'hui, nous allons explorer l'univers de l'organisation et du développement de nos business. OBM. 3 lettres, un peu énigmatiques, mais qui pourtant parlent d'un métier qui peut sauver ton quotidien de chef d'entreprise. Et si on partait à la découverte de ce qui se cache derrière le métier d'un ou d'une online business manager? Je suis Marine, consultante RH et agitatrice de tes talents, et j'accueille aujourd'hui Maëva, notre experte. Et toi, connais-tu tes compétences phares? Sais-tu les mettre en avant pour te démarquer? En 2024, j'accompagne 100 femmes à reprendre le pouvoir grâce à leurs compétences. Clique sur le lien en description pour nous rejoindre. Bonjour Maëva, bienvenue dans le podcast. Merci Marine et merci à toi de m'accueillir. Alors aujourd'hui, on est ensemble pour parler d'un sujet peut-être justement que pas grand monde connaît. Et avant de l'introduire, je voulais justement te demander de te présenter pour que tu puisses nous en dire un peu plus et qu'on puisse lancer sans utiliser l'abréviation de prime abord. Oui, tout à fait. Alors, donc, je m'appelle Maëva, je suis Online Business Manager, donc sous l'abréviation OBM. Moi, je suis spécialisée donc, pour les professionnels du mariage et donc je vais expliquer un petit peu plus mon activité au quotidien. Mais grosso modo, j'accompagne donc les entrepreneurs à développer leur activité. C'est ça, c'est que du coup, c'est une abréviation qu'on peut voir un peu passer et qu'on ne sait pas forcément trop quoi mettre derrière. Donc, je trouvais ça hyper intéressant et hyper important de bien définir qu'est-ce qu'on va retrouver comme compétences dans ton métier, pourquoi on peut faire appel à toi. Voilà, tous ces petits sujets qui peuvent pas mal aider, je pense, les auditeurs du podcast à mieux comprendre ton métier. Oui, tout à fait. Ben, on trouve également souvent le terme de bras droit, finalement, ou de même business manager, hein, donc ce qui veut dire ce que ça veut dire, donc manager d'activité finalement. Donc effectivement, bon, ça regroupe plusieurs compétences. Après, chacun et chacune est plus ou moins spécialisé dans un domaine d'activité, mais effectivement, donc l'OBM va pouvoir donc soulager finalement l'entrepreneur dans les décisions stratégiques pour son entreprise. Donc, il va transformer la vision en action et ensuite implémenter toutes ces actions au sein de l'entreprise, donc en faisant appel aux différents pôles. S'il y a d'autres collaborateurs dans l'entreprise, eh bien, il va faire en sorte de demander la bonne chose à la bonne personne avec les bons moyens et vérifier si la demande a été correctement effectuée. Et puis après, il va pouvoir analyser les retombées du plan d'action finalement pour voir si ça a bien répondu à l'objectif, ce qui a marché, ce qui a moins marché, pour pouvoir après faire des améliorations à l'avenir. Ouais. Donc finalement, un champ d'action qui est quand même très élargi parce que tu peux avoir un impact sur énormément de domaines dans une activité. Oui, tout à fait. Voilà. Alors après, moi, je ne suis pas hyper spécialisée dans un domaine en particulier. Je peux avoir une vision globale, mais il y a effectivement des OBM qui sont vraiment spécialisés, par exemple, automatisation. Donc là, on va être vraiment sur la partie technique. Il y en a qui vont l'être plus sur la partie RH, justement, donc avec tout ce qui est management d'équipe, recrutement, suivi, implication, motivation, etc. Mais oui, le champ d'action peut être très large et puis il peut même y avoir plusieurs OBM d'ailleurs dans une même entreprise qui collaborent sur des postes en particulier, en co-collaboration finalement. Oui, complètement. Donc c'est à la fois pour toi quelque chose de passionnant parce que tu vas être très polyvalente et à la fois très stratégique pour le chef d'entreprise d'avoir quelqu'un qui va pouvoir l'accompagner sur tous ces sujets clés pour son activité. Oui, tout à fait. Souvent, c'est très souvent des créatifs, donc il va faire beaucoup de choses en même temps. Donc voilà, l'idée c'est d'être capable aussi de leur dire qu'il y a des choses à faire dans un bon ordre et dans un bon moment. Parce qu'après, finalement, ces équipes ou ces prestataires, hein, même si c'est pas son équipe interne, les personnes avec qui ils collaborent peuvent souffrir d'un manque d'organisation des choses ou de mauvaise traduction ou quoi que ce soit.
Donc, l'idée, déjà, c'est de fluidifier cette communication. Et puis, oui, la polyvalence, parce qu'on a aussi une vue d'ensemble sur tout ce qui se passe. Donc, c'est là où vraiment le conseil est d'autant plus pointu, puisque du coup, on voit sur quoi on peut vraiment appuyer, sur quoi on a une incidence aussi. Et on est capable aussi de dire, alors attention, là, si on fait ça, lui, il va peut-être le former, ça va peut-être prendre plus de temps. Ou voilà, vraiment, c'est vraiment le rôle clé stratégique d'être au milieu, en fait, et de participer à la coordination entre les équipes ou prestataires externes et le CEO qui a la vision de tout ça et qui, lui, a envie, en fait, de développer son activité dans la créativité et pas plus dans la technique, en tout cas, comme si il était tout seul au début, quoi, de son activité, finalement. Oui, et puis de faire finalement un peu une coupure entre être tout le temps dans l'opérationnel et du coup y passer beaucoup de temps et prendre ce rôle vraiment chef d'entreprise avec une vision stratégique, une prise de décision et voilà, plutôt emmener son entreprise dans la vision qu'on a plutôt que d'être dans l'opérationnel du quotidien. Exactement. À un moment, de toute façon, si l'entreprise veut grandir, si c'est un choix, hein, parce qu'il y en a qui n'ont pas envie de le faire, et donc dans ce cas-là, il reste tout seul ou il reste allé à 2, 3 maximum, ou avec des prestataires externes. À un moment donné, il faut prendre du recul. Déjà, il faut mettre son ego de côté pour être capable aussi de le faire et d'accepter qu'il va se faire aider, parce que c'est positif. Et puis, effectivement, voilà, on ne peut pas avoir la tête dans le guidon à faire de l'opérationnel, à gérer des clients ou à rédiger des pages de vente ou que sais-je encore de tout ce qu'il y a à faire et assurer vraiment le développement et l'épanouissement de l'entreprise au sens large. À un moment, soit on est limité en termes de temps, soit on est limité en termes de compétences. Donc voilà, à un moment, ça coince. Ouais, complètement. Alors justement, quand on se retrouve un peu dans ce que tu viens de décrire, on a envie d'avancer, d'évoluer, etc. Par quoi on commence? Quelles questions on se pose pour savoir si on a besoin d'un OBM, si c'est vraiment le prestataire qu'il nous faut aujourd'hui ou pas? Voilà, quelles questions, par où on peut prendre le sujet? Alors, par où on peut prendre le sujet? Alors déjà, il faut se demander déjà qu'est-ce qu'on fait nous en tant qu'entrepreneurs? Quelles sont nos missions à ce jour? Pour moi, c'est vrai que, alors dans les deux sens, ça fonctionne, hein, mais en général, qui font appel à moi, ils ont déjà une assistante, un assistant, ou en tout cas un prestataire externe qui peut commencer à gérer des choses vraiment opérationnelles de son côté. Si l'entrepreneur fait tout, du coup, moi, je vais le soulager, OK, sur une partie stratégique et décision et sur le suivi du projet d'implémentation de son projet, hein, comme son nom l'indique. En revanche, je ne vais pas toucher à l'opérationnel. Donc, il va falloir faire appel à des personnes pour cela, de type assistant ou prestataire ou voilà, graphiste, selon le corps de métier. Donc déjà, effectivement, s'il y a déjà une équipe, entre guillemets, d'exécutants en place, c'est là où, du coup, ça prend plus de sens sur la coordination entre les deux. Première alerte. Ensuite, la deuxième alerte, c'est en fait, je suis bloquée dans le développement de l'entreprise, je ne sais plus trop quelle décision je dois prendre, j'ai un peu tout essayé, mais en même temps, j'essaye rien parce que je ne sais pas quoi faire. Voilà, c'est vraiment une question de... On s'est un petit peu perdu, donc il y a besoin de clarification. C'est là où, effectivement, l'OBM va pouvoir intervenir, plus que finalement, encore une fois, peut-être un sous-traitant très spécialisé, mais isolé finalement dans son pôle, qui ne va pas, encore une fois, avoir la vision d'ensemble. Donc voilà, déjà, c'est les deux principales alertes, je dirais, et questions à se poser avant de se lancer dans une recherche de qui que ce soit, hein, d'ailleurs, mais particulièrement d'un OBM. Ouais. Et est-ce que tu peux nous dire, par rapport justement à ton expérience, à peu près à quel moment ça arrive dans sa vie d'entrepreneur d'en arriver finalement à ce stade où on se dit, là, c'est le moment, j'ai besoin d'un OBM? Alors, il y a plusieurs cas de figure, soit vraiment une activité qui a été très très forte d'un coup, ça peut arriver, hein, Ouais. des gros lancements, des démarrages qui ont vite pris et trop vite par rapport à ce qui était prévu. Donc finalement, l'entrepreneur est un petit peu dépassé par ce qui lui arrive, même si c'est très positif. Le deuxième cas de figure, c'est, voilà, comme je l'ai dit, s'il y a déjà effectivement une équipe en place, mais qu'on sent qu'il manque quelqu'un pour coordonner le tout,
processer le tout et vraiment faire en sorte que tout le monde se comprenne. Le troisième cas de figure, c'est vraiment quand il y a des projets de lancement, hein, finalement, lancement de nouvelles offres ou d'une nouvelle activité, d'un nouveau programme ou peu importe. Donc voilà, sur des projets de lancement, il y a du suivi de projet plus ou moins lourd. Et puis après, je ne peux pas parler vraiment de temporalité parce que pour autant, les OBM, moi y compris, on peut accompagner aussi des personnes dans des lancements, si c'est des lancements de projets. Parce que voilà, ils n'ont pas les compétences techniques ou quoi que ce soit. Donc, ce n'est pas tant le nombre d'années d'expérience, c'est plutôt le besoin identifié par rapport à où on est et où il veut aller surtout. Oui, en fait, c'est un peu comme la question quand on commence à se poser, est-ce que je dois déléguer? Est-ce que je dois recruter? Il y a pas vraiment de moment idéal. C'est le moment où nous, on se retrouve confrontés à cette situation qui devient le moment idéal, mais il n'y a pas une temporalité qui serait la même pour tout le monde de se dire, voilà, à partir de telle date, c'est le moment. Finalement, ça peut arriver n'importe quand pour chacun, quand c'est son moment idéal par rapport à sa situation. C'est ça. Alors, par contre, il faut quand même quelques prérequis, c'est-à-dire qu'il faut au moins que la personne, elle ait, on va dire, travaillé ses fondamentaux, c'est-à-dire son client idéal, ses offres, et un petit peu un prévisionnel de ce qu'elle veut faire avec sa vision. Parce que pour le coup, là, si on repart trop en arrière, là, c'est plus du coaching, d'accompagnement que du pilotage d'activité, puisque les fondamentaux ne sont pas acquis. Donc, on revient toujours dessus un petit peu avant de commencer à travailler de toute façon, mais il faut au moins que voilà, soit ça, ce soit un prérequis. Après, bon, il y a quand même un critère important, mais bon, voilà. Il y a aussi la situation financière de l'entreprise. Forcément, il faut qu'elle ait les moyens d'embaucher, en tout cas de faire appel à quelqu'un de manière plus ou moins régulière et pérenne. Mais après, voilà, il n'y a pas de condition forcément de CA. Tant que c'est viable dans un projet global, c'est OK. Oui, c'est ça. Et justement, tant qu'on est sur la question budgétaire, est-ce que tu peux nous donner vraiment une fourchette, grosso modo, mais pour que les personnes puissent se rendre compte de ce qu'il faudrait investir en minimum? Alors peut-être si en budget c'est trop compliqué, mais au moins en nombre d'heures, parce que je suppose que on prend pas un OBM pour lui confier 2 heures de mission par mois. Honnêtement, ça dépend. D'accord. Ça peut vraiment dépendre parce que en général, un OBM ne fonctionne pas réellement à l'heure. Il va fonctionner au forfait puisque du coup, c'est une mission qu'on lui demande, c'est un objectif qu'on lui demande d'accomplir. Donc, il est censé mettre tous les moyens en œuvre. Bon, normalement, au fur et à mesure de l'expérience, tu affines, voilà, tu sais comment tu travailles, tu sais le temps dont tu as besoin, donc tu peux le chiffrer correctement. Mais c'est pas, voilà, j'ai besoin de toi 2 heures et tu viens. Là, c'est plutôt vraiment un assistant finalement. Donc, vraiment, la fourchette peut être très, 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 C'est large, ouais. j'ai pas vraiment de budget à donner puisque j'ai vu des OBM qui étaient très techniques et très spécialisés sur quelques points techniques et on était sur des très petits forfaits finalement à peut-être moins de 500 euros, mais ça restait du one shot. Et puis voilà, on en a où on est sur peut-être des 3, 5, 10 000 euros par mois selon ce qu'il y a à faire. Ça peut dépendre aussi du pourcentage de chiffre d'affaires, du pourcentage du projet qu'il y a à gérer. Donc, il y a plein de paramètres qui font que il n'y a pas de prix universel, quoi. Ouais. Et peut-être justement au contraire, les points sur lesquels il faut faire attention, en se disant, «Ah là, c'est peut-être le signal qu'en fait c'est pas un OBM dont j'ai besoin, mais peut-être plus, je sais pas, d'un assistant ou d'un community manager ou en tout cas d'une autre typologie de métier», alors qu'on s'était peut-être imaginé qu'on avait besoin d'un OBM. Ouais, si justement, comme tu disais, finalement, on a besoin de faire appel à une personne pour de l'exécutif. Là, ça va vraiment être, va falloir chercher quelqu'un de spécialisé, qui va vraiment répondre à une demande ponctuelle ou pas, d'ailleurs, plus qu'un OBM finalement. Ouais. Ça, c'est vraiment le critère décisif entre les métiers, quoi. Si on part, sur de l'opérationnel, du quotidien, de faire des choses, on sort du cadre de l'OBM. Alors, un OBM peut être présent au quotidien.
Mais du coup, alors normalement, il n'est pas censé être dans l'opérationnel. Après, il y en a qui font la double casquette et c'est très bien d'ailleurs, je trouve. Moi, personnellement, encore aujourd'hui, je n'ai pas la casquette je fais encore des petites missions, enfin petites missions entre guillemets, de l'opérationnel, puisque du coup, bon, c'est plus facile que ce soit moi qui le fasse, ou c'est en attendant de pouvoir trouver quelqu'un, de débloquer du budget, de trouver la bonne personne, etc. Donc faire les deux, ça reste OK. Mais encore faut-il que la personne sache faire. Quelle est la double casquette pour la chose qu'on lui demande spécifiquement. Sinon, ça marche pas. Ouais, complètement. Est-ce que il y a un exemple ou quelque chose, en tout cas une anecdote qui t'est arrivée dans ton métier d'OVM que tu trouves particulièrement parlante? Je sais pas, peut-être une erreur communément faite ou quelque chose qui t'est arrivé, que tu pourrais nous partager pour illustrer un petit peu ton quotidien? Alors, il peut y en avoir beaucoup. Enfin, j'en ai vu déjà pas mal. Bon, après, c'est des erreurs, il y a plus ou moins des conséquences, mais c'est souvent les. Alors, on a un petit peu deux types de profils d'entrepreneurs. Il y a les entrepreneurs qui ont du mal à prendre des décisions. Et c'est un petit peu, ça peut être difficile, mais il y en a qui les prennent aussi trop vite, et limite un petit peu sans réfléchir. Et donc, du coup, ils vont avoir une idée, ils vont avoir envie de mettre ça en place tout de suite. Par exemple, vite recruter quelqu'un justement pour les aider sur une partie opérationnelle. Sauf que la personne ne se rend pas compte que recruter quelqu'un, ça veut dire le chercher, faire passer les entretiens, l'intégrer, le former au minimum, le suivre, peut-être lui faire des process, expliquer aux autres que du coup, il y a une nouvelle personne et que toi, tu vas plus faire ça, tu vas faire ça. Donc, ça peut être long, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Et souvent, c'est ça qui est un petit peu peut-être négligé par manque de connaissances, hein, pas forcément dans une optique d'embêter. Mais oui, ça peut être très préjudiciable parce que les erreurs de casting, hein, en plus, tu le sais très bien, ça peut coûter très cher. Donc voilà, c'est souvent le point où des fois, ils veulent aller un petit peu trop vite là-dessus, sur la partie humaine. Ouais. Ça, c'est vrai que c'est une erreur que je remarque aussi très souvent. Et c'est vrai que c'est pourtant un point très stratégique de son développement d'entreprise parce que avoir des nouveaux collaborateurs et acquérir justement ces nouvelles compétences dont on a besoin pour se développer, c'est vraiment un point très stratégique. Et c'est exactement comme tu le dis, souvent un point qui est sous-évalué. Voilà, on se dit un peu, allez, on va y aller au feeling, il y a quelqu'un, ça va matcher et ça le fera. Mais effectivement, le feeling, c'est important, mais ça suffit pas. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à prendre en compte quand on fait un recrutement. Et comme tu le dis, le turnover, c'est un vrai coût. Alors, il est un peu moins élevé quand on est sur des prestataires que sur des recrutements en CDI, par exemple, dans les entreprises. Mais n'empêche que ça a un coût et rien que le coût de temps, le temps qu'on a perdu à recruter, à former, à intégrer, et s'il faut tout recommencer, c'est vraiment des points stratégiques à prendre en compte. Oui, c'est ça. Puis bon, même pas que ça, même dans les projets qu'ils soient développés, on a tendance, je trouve, et moi la première, des fois à sous-estimer vraiment le temps qu'on a besoin, à se dire non, mais c'est bon, dans 2 mois, on fait ça. Oui, moi, non, on ne sait pas. Il y a toujours peut-être un problème qui va faire que ça va retarder. Donc vraiment, faut pas avoir peur de ne pas se surcharger, de vraiment prendre le temps de faire les choses. Vaut mieux bien faire. Bon, déjà, vaut mieux faire que pas faire, certes, mais vaut mieux quand même bien faire au maximum. Après, une fois qu'on a compris, qu'on a testé pour une première fois, on peut se permettre peut-être la deuxième fois de se dire on sait faire, on peut aller plus vite. Et voilà, pas se précipiter vraiment dans les choses parce que c'est là où c'est pas agréable de travailler déjà. Et puis, il y a quand même beaucoup de chances qu'on n'atteigne pas les résultats qu'on souhaite. Donc. Oui, complètement. Et si on essaye de balayer un petit peu justement les sujets stratégiques sur lesquels un OBM peut intervenir. Donc, on a déjà parlé du recrutement, de l'automatisation. Est-ce que tu as d'autres exemples qui pourraient justement inspirer peut-être une personne qui se dit ça commence à me titiller, mais je ne sais pas exactement ce que je pourrais demander à mon OBM. Oui, tout à fait. Il y a aussi tout ce qui est développement de pôle finalement marketing et communication, donc tout ce qui va être image de marque, tout ce qui va être
marketing pur et dur s'il faut lancer une nouvelle offre justement ou les améliorer tout simplement. Donc là, on va être sur du lancement de projet. Tout ce qui est également expérience client, ça peut rentrer dans le lot, puisque du coup, il y a un parcours quand même à étudier et c'est une bonne partie des fondamentaux d'une entreprise. Il y a la partie financière aussi, où là, on est vraiment sur des profils un petit peu plus spécialisés là-dedans en général. Mais voilà, c'est un pôle important à piloter et souvent, on n'a pas envie de le faire en plus, donc c'est un peu négligé. Donc voilà, ça, c'est déjà bien de pouvoir être épaulé un petit peu là-dessus. Tout ce qui est RH, on en a parlé, effectivement. Tout ce qui est après développement technique, sur la technique pure et dure, tout à fait. Et marketing, commercial, je le mets un petit peu dans marketing, donc tout ce qui est lancement d'offres, etc., je le mets là-dedans. Et puis, en tout cas, moi, c'est tout ce que je vois. Après, il y a certainement d'autres spécialités, mais... Oui, et puis peut-être des spécialités liées à des expertises métiers différentes et qui du coup génèrent. Eh ben, écoute, je trouve qu'on a déjà balayé pas mal de sujets. Est-ce que toi, tu aurais envie d'ajouter quelque chose, peut-être d'inspirer de personnes qui seraient encore un peu réticentes en se disant non, mais j'ai peut-être pas vraiment besoin, ou un sujet qui te paraît important dans ta vie de tous les jours et peut-être qu'on n'aurait pas encore évoqué jusqu'à présent? Si je dois m'adresser aux entrepreneurs, du coup, je dirais déjà effectivement, si de toute façon, si on sent qu'on a besoin d'aide à un moment, faut aller le demander. Faut vraiment pas attendre parce qu'en général, plus on attend et pire c'est. Et le but, c'est quand même, si on a créé sa propre activité, c'est bien pour quelque chose, mais on n'est pas venu ici pour souffrir, comme dirait l'autre. Donc vraiment, ne pas hésiter à se faire aider, à aller regarder un petit peu ce qui se passe dans les groupes de consultants. Justement, moi, je fais partie d'un mastermind, donc d'un groupe où on est plusieurs OBM à intervenir. Donc voilà, regarder un petit peu ce qui se passe. Si on cherche une personne avec plusieurs compétences, encore une fois, c'est pas interdit de prendre plusieurs personnes qui vont pouvoir se coordonner. Donc en tout cas, tester, voir ce qui se passe. Encore une fois, quand on s'engage pas à vie non plus. Donc voilà, vaut mieux tester, se débloquer un petit peu la situation. Enfin, moi, par exemple, je suis capable de travailler sur des projets one-shot très courts et c'est OK. Et après, l'entrepreneur continue tout seul et c'est très bien. Mais voilà, pas rester vraiment bloqué dans cette situation. Ouais. Mais c'est vrai que c'est aussi l'avantage de travailler avec des prestataires, au contraire de proposer des contrats CDI, etc. Là, on a vraiment un engagement qui reste assez restreint. Donc, ça peut effectivement permettre, comme tu le dis, de tester, de voir si c'était vraiment le métier dont on avait besoin ou si finalement on s'est un petit peu trompé dans notre ciblage et qu'il va falloir revoir certaines choses. Ou aussi, finalement, une fois qu'on a mis le pied à l'étrier, comme tu le dis, avec un début de projet, finalement, c'était ça qui nous manquait, c'était le petit coup d'accélérateur et puis, en fait, après on arrive à prendre en main les choses et donc peut-être qu'on évolue sur nos besoins en recrutement en se disant: «Bah non, en fait, ça je maîtrise et c'est plutôt quelque chose d'autre que je vais déléguer pour me libérer plus de temps pour travailler ce sujet-là». On a le droit, comme tu le dis, d'évoluer, de changer et de faire grandir ses besoins au fur et à mesure de son activité. Oui, tout à fait. Et puis de toute façon, avant de travailler avec qui que ce soit, en général, il y a toujours au minimum un premier entretien. Et puis normalement, l'OBM de l'autre côté, si elle voit que ça correspond pas aux besoins de l'entrepreneur, il y a aussi le devoir de conseil qui est là. Et c'est aussi toujours sympa de pouvoir, en tout cas, essayer d'orienter sur ce qui pourrait paraître être le mieux pour pas que aller bille en tête, que on te prenne, on t'intègre dans l'équipe juste pour te prendre, mais en fait, tu te rends compte que tu sers à rien. Enfin, d'un autre côté, c'est pas cool non plus. Donc, aucun intérêt de faire ça. On est d'accord. On arrive déjà à la fin de notre échange d'aujourd'hui. Et donc, la petite tradition dans le podcast, c'est de terminer par un conseil. Du coup, quel est le meilleur conseil que tu peux nous donner en tant qu'OBM aujourd'hui? J'en ai donné déjà quelques-uns précédemment, mais grosso modo, c'est oui, vraiment toujours essayer.
Voilà, vraiment essayer de faire les choses. En général, on regrette plutôt de ne pas avoir fait plutôt que d'avoir fait. Donc voilà, pas hésiter. C'est bon, s'il y a quelque chose qui marche pas, à un moment, il y aura peut-être 10 personnes qui vont s'en rendre compte. Et au pire, tout le monde a droit à l'erreur. Donc c'est OK. Donc vraiment, essayer de faire les choses. S'il y a un projet en tête, voilà, tant que ça répond aux objectifs globaux, ça vaut le coup de les tenter. Et puis, encore une fois, voilà, pas hésiter à demander conseil, que ce soit à des coachs, à des OBM, à des assistants, peu importe, ou à des pairs aussi, tout simplement. Mais voilà, pas rester seul, parce que je trouve que c'est ce qui est vraiment difficile quand on est entrepreneur. Et essayer de faire les choses, si on a quelque chose en tête. En général, c'est pas pour rien. Donc voilà, vraiment essayer. Ouais, super. Eh ben, sur ce conseil vraiment top, je pense que là, il n'y a pas mieux. Puis en plus, ça s'applique à beaucoup de sujets. On parlait OBM, mais finalement, essayer, ça s'applique à aussi beaucoup d'autres choses. Donc, on va rester sur ce bon conseil. Et je te dis vraiment un grand merci d'être venu vulgariser un petit peu ton métier et tes termes techniques avec nous aujourd'hui. J'espère que ça en aura éclairé plus d'un. Avec plaisir. Merci à toi, Marine. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère que tu as apprécié autant que moi cette conversation enrichissante. Je suis Marine, consultante RH et facilitatrice de succès pour les indépendants passionnés. Mon rôle, révéler tes compétences clés et t'aider à bâtir l'équipe parfaite pour réaliser tes rêves. Si tu souhaites en savoir plus sur comment je peux t'aider à libérer ton potentiel, révéler tes compétences ou optimiser ton organisation, contacte-moi via les liens en description. Tu y retrouves aussi toutes les infos concernant notre invité du jour. N'oublie pas de t'abonner au podcast pour ne manquer aucun des prochains épisodes et partage-le autour de toi pour m'aider à grandir. Si tu as des questions, des commentaires ou si tu souhaites partager ta propre expérience, n'hésite pas à me contacter. Rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode.